Rebonsoir tout le monde. On est ravis de vous avoir tous là. On a une nouvelle conférence sur la thématique intervention animaux en détresse. Et ce soir, on a avec nous Aurore Morin, qui est chargée des campagnes à l'AIFO, donc en France. Donc, c'est le Fonds international pour le bien-être animal ou pour la protection des animaux. En fait, il y a plusieurs traductions du côté français. On est vraiment ravis de les avoir avec nous ce soir. Parce que comme vous aviez, pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis, j'ai lancé ce projet il y a quelques mois avec vraiment la volonté de mon côté d'apprendre un peu plus sur comment aider les animaux. Je me suis dit, bah, pourquoi pas emmener plein de monde avec moi et puis faire en sorte que d'autres gens apprennent en même temps. Donc, pour ce projet, je me suis dit, il y a trois axes. Il y a l'axe santé, il y a l'axe légal et l'axe vraiment action sur le terrain. Donc, pour l'axe santé, on a abordé comment faire les premiers secours, qu'est-ce qu'on doit avoir dans une trousse premiers secours pour les animaux. L'axe légal, on a eu la chance d'avoir deux super avocats du droit animal en Suisse et en France qui nous ont donné des petits trucs pratiques sur les bons réflexes à avoir. Et aujourd'hui, pour les actions sur le terrain, bah, on a Aurore qui va nous présenter les challenges, les réalités, les défis et surtout les projets qu'elle a en fait avec l'AIFO. Sachez qu'on va avoir à peu près 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Je vais vous mettre un petit message sur le chat. Je vais demander à tout le monde de ne pas activer ni leur son ni leur caméra, s'il vous plaît, histoire qu'on puisse rester focalisé sur l'intervention de Aurore. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. À la fin, on va les reprendre et on va essayer de répondre à toutes les questions. Et voilà. Je pense que je vais laisser la parole à Aurore. Aurore, je vais te laisser te présenter et nous présenter un tout petit peu l'IFO si tu le veux bien. Oui, ça marche. Donc du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Aurore Morin et je suis, donc, comme le disait Sylvia, chargée de campagne pour le Fonds international pour la protection des animaux. Moi, mon rôle au sein d'AIFO, je suis un petit peu plus focalisée sur nos campagnes de conservation marine, comme vous pouvez le voir par le décor de mon bureau, qui met un petit peu dans le thème. Mais voilà, je m'occupe de nos campagnes sur la conservation marine, mais je vais vous présenter aujourd'hui tous nos programmes et en particulier le programme de sauvetage d'animaux sur le terrain. Donc, Sylvia, tu veux que je commence à faire ma présentation Oui. d'AIFO de manière générale? Ok. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas trop familiers avec cette ONG, donc le Fonds international pour la protection des animaux, c'est une ONG donc évidemment internationale. On est une ONG de protection des animaux et de leurs habitats. On a des bureaux dans 15 pays autour du monde et des projets dans à peu près 40 pays. Et en fait, nos actions sont divisées en 6 programmes. Donc, du coup, je vais juste partager mon écran avec vous pour vous montrer quelques slides pour que vous ayez une petite présentation avec ma présentation. Toc. Donc, normalement, là, vous devez pouvoir C'est bon, on la voit. On voit ton écran. Bon, ok. Donc, je me mets en plein écran. Donc voilà. Alors du coup, donc, comme je vous le disais, les actions de l'AIFO sont réparties en 6 programmes que voici. Donc en fait, on a 3 programmes de conservation et 3 programmes de sauvetage. Les programmes de conservation, donc le premier, ça va être le programme de conservation marine, où on se concentre principalement sur la lutte contre la pollution sonore sous-marine, mais également la lutte contre les collisions des mammifères marins avec les bateaux. Également, on a un programme de conservation de la baleine franche de l'Atlantique Nord, qui est une espèce de baleine particulièrement menacée. Donc, on travaille pour essayer de la sauvegarder. Notre second programme de conservation, c'est la conservation des habitats. Donc là, c'est un programme qui est un petit peu plus focalisé en Afrique cette fois-ci, où ici, on va travailler plutôt à faire un travail de suivi et de recherche scientifique pour sécuriser en fait les parcs nationaux, mais également essayer d'établir et de protéger les couloirs de migration entre les parcs, et puis essayer d'atténuer les conflits entre les hommes et les animaux sauvages qui peuvent parfois émerger. Et enfin, le troisième programme de conservation d'AIFO, c'est le programme de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Donc, bon, c'est une thématique qui est assez, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages, en fait, tout simplement. Donc, AIFO travaille
travaillent tout au long de la chaîne du trafic, en fait, à la fois dans les pays sources pour essayer de lutter la source, lutter contre le braconnage dans les pays où ça se passe, donc principalement en Afrique aussi. On travaille également dans les pays de transit, donc cette fois-ci principalement en Europe, là où le trafic en fait intervient mais transite avant d'arriver dans les pays de consommation, où on est également présent pour cette fois-ci faire de la sensibilisation plutôt auprès des consommateurs et pour les dissuader de consommer ou d'acheter des animaux sauvages ou de consommer des produits d'animaux sauvages. Et enfin, donc les programmes qui nous intéressent le plus aujourd'hui, les programmes de sauvetage des animaux. Donc, on en a 3. On a tout d'abord des programmes de sauvetage d'animaux sauvages. Donc, en fait, on va intervenir de façon ponctuelle quand un animal sauvage, un individu est dans le besoin. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, récemment, on est intervenu au Mexique, il y a un jaguar qui avait été retrouvé percuté par une voiture. Donc, on l'a recueilli, on l'a soigné, on l'a réhabilité et on l'a relâché ensuite dans la nature. Donc, il se porte très bien. Et si vous allez voir nos réseaux sociaux, il y a des chouettes vidéos qui sont sorties qui montrent du coup le relâché du jaguar dans le fin fond de la Cambrousse mexicaine. Je ne me souviens plus exactement du lieu. Mais voilà, on l'a bien lâché dans un endroit bien naturel et bien sauvage pour qu'il soit tranquille. Et également, voilà, on a, par exemple, on sauve des animaux un peu partout dans le monde. En Inde, où on a un bureau, on a sauvé notamment récemment un rhinocéros des inondations, parce qu'il y avait des fortes inondations là-bas. On a également, au Burkina Faso, sauvé un petit éléphanteau orphelin orphelin. Il a été retrouvé sans adultes autour de lui. On ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents, à ses congénères, à son groupe. Et en tout cas, on l'a soigné. On est en cours de réhabilitation aujourd'hui. Et du coup, on espère pouvoir le relâcher quand il sera prêt. Enfin voilà, ça c'est des cas de sauvetage qui peuvent arriver un petit peu ponctuels où vraiment on accorde en fait une importance à l'individu et même s'il n'y en a qu'un à sauver, on estime que c'est important. C'est important pour sauver l'espèce. C'est un pas en avant pour sauver l'espèce et très important en termes de bien-être animal, évidemment. On a également un programme donc, de sauvetage de mammifères marins et donc tout ce qui est recherche associée. Celui-ci, il est plutôt centralisé aux États-Unis, donc dans la baie de Cape Cod, qui est une région près de Boston où il y a pas mal d'échouages en fait, de mammifères marins à cause des circonstances géographiques, en fait, tout simplement, qui font qu'il y a pas mal de bancs de sable en fonction des marées, des saisons, qui font que les animaux peuvent s'échouer plus ou moins facilement. Donc, on a une équipe là-bas qui est sur place et qui aide à essayer de remettre les animaux à l'eau lorsque c'est possible, ou en tout cas à les soigner, leur apporter tous les soins nécessaires. Et enfin, on a un programme de gestion des catastrophes naturelles. Donc, on va intervenir, en fait, envoyer une équipe sur place lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou d'origine humaine. On va envoyer une équipe sur place pour pouvoir intervenir, réunir les animaux avec leurs propriétaires, prendre soin des animaux qui sont restés sur place quand les propriétaires ont été évacués, etc. Et puis travailler ensuite avec les autorités locales pour faire de la prévention des risques et de la reconstruction, en fait, on va dire. Alors, la présentation suivante, donc là, c'est ce dont je viens de vous parler par rapport au secours d'urgence. Voilà, notre mission, c'est vraiment de promouvoir le bien-être animal à long terme et d'atténuer les impacts. Donc, comme vous voyez en haut à droite, c'est vraiment le but, c'est de préparer un maximum la situation pour que lorsqu'une catastrophe arrive, on puisse réagir de manière efficace et promouvoir, garantir le bien-être animal le plus possible. Et puis ensuite, essayer de vraiment travailler à un redressement de la situation pour atténuer et surtout prévenir les prochaines. On ne pourra pas prévenir les catastrophes, mais essayer de justement faire que la réaction à la situation soit le plus rapide et le plus efficace possible. Donc du coup, pour terminer la présentation, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre en images les actions d'AIFO en termes de sauvetage d'animaux tout autour du monde. Du coup, je vais vous la lancer. Je vais bien mettre le son fort pour... Ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas le fond musical de fond. Il y a les sous-titres. Donc...
Voilà pour une petite présentation en images, en vidéo, du coup des actions d'AIFO autour du monde. Je continue juste ma présentation pour parler un petit peu de l'année 2020 qui a été bien occupée. Pour nous, voilà, c'est une année catastrophique un peu pour tout le monde autour de la planète, mais en termes de catastrophes naturelles et de catastrophes d'origine humaine, on a été bien servi. Donc, AIFO a été bien occupé aussi. Du coup, comme vous le savez, en janvier-mars 2020, il y a eu de forts incendies. Enfin, ça a commencé même avant janvier, hein, mais il y a eu de forts incendies en Australie qui ont été particulièrement dévastateurs pour la faune et la flore locale. Donc, sur place, on a travaillé notamment avec nos partenaires sur place, les partenaires locaux, pour prendre soin de la faune qui avait été impactée, essayer d'en sauver le maximum. Notamment pour les koalas qui ont subi vraiment une grosse perte de population. On a également été en juillet, on était présent aux Bahamas, aux États-Unis, suite à l'ouragan Isaias. Donc, suite à l'explosion à Beyrouth, au Liban, on a également envoyé un soutien financier aux associations locales pour prendre soin des animaux qui étaient donc les animaux de compagnie, essayer de les faire retrouver leur maître et surtout les soigner, ceux qui étaient qui avaient été blessés. En septembre, du coup, 2020, c'est les incendies en Californie, où là, on a une équipe qui s'est déployée sur le terrain, sur place, pour porter secours aux animaux. Alors, pas que les animaux de compagnie. Parfois, ça nous arrive de prendre... on s'occupe de tous les animaux, y compris les animaux d'élevage. Hein. Donc là, comme on voit sur la photo, on a pris soin de chèvres, mais ça peut être également des vaches, puis même des animaux sauvages, comme le prouve notre action en Australie avec les koalas. Et puis enfin, en octobre dernier, on est encore en octobre, mais ce mois-ci, on était présents au Mexique lors de l'ouragan Delta. Voilà, donc ça a été une année assez chargée. Et puis, si jamais vous souhaitez plus d'informations ou des vidéos de nos actions, on a pas mal ça circule pas mal sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook ou notre Twitter pour en apprendre un petit peu plus, ou même notre site internet où on a des mises à jour assez récentes et assez actualisées concernant nos actions sur le terrain. Voilà, c'est tout pour moi, en tout cas pour la présentation globale d'AIFO. Donc du coup, Sylvia, je te laisse reprendre et me poser des questions. Merci. Peut-être que tu veux enlever du coup le partage d'écran. Merci beaucoup Aurore, et puis merci aussi pour la vidéo, parce qu'en fait c'est vrai qu'une image vaut des milliers de paroles, et je trouve que ça montre très très bien dans quel registre vous êtes actif. Mais en fait ça me pose aussi la question, c'est que vous êtes actif sur énormément, je dirais, de sphères et de dimensions, parce qu'on a vu des ouragans, on voit les incendies, on peut voir des tremblements de terre, on a vu des explosions. Enfin voilà, il y a autant de catastrophes vraiment, je dirais, naturelles, qu'autant de catastrophes, comme tu disais, qui sont humaines, mais qui ont un impact aussi sur finalement le monde animal. Ouais. Et comme on a vu, vous agissez aussi, en fait, on va dire, sur tout le monde animal. C'est pas uniquement le monde sauvage, c'est aussi vous aider à retrouver aux rencontres entre maîtres
et l'animal domestique, en fait. Tout à fait. Des réunions, on va dire, homme-animal de la Oui, famille, si on peut dire ça comme ça, parce qu'une fois qu'on a un animal avec soi, c'est vraiment un membre de la famille. oui. Et du coup, moi, je me posais plusieurs questions. En fait, tu as mentionné différentes interventions dans différents pays. Est-ce que le niveau d'action est toujours le même dans le même pays ou est-ce qu'il y a les mêmes actions dans différents pays? Est-ce que c'est catégorisé ou c'est vraiment au besoin? Alors, ça se fait vraiment en fonction des besoins, en fait. Notre équipe, on a une équipe de secours d'urgence lorsqu'il y a, donc je parle vraiment quand il y a des catastrophes naturelles ou d'origine humaine. On a une équipe de secours d'urgence qui va se déployer en fonction des autorités, évidemment, des autorisations qu'on aura reçues du gouvernement concerné. On ne se déplace pas sans autorisation, donc on attend l'autorisation et je dirais le go du gouvernement et des autorités locales. Et à partir de ce moment, on envoie notre équipe. Ça peut être vraiment sur n'importe quelle surface du globe à partir du moment où, voilà, où il y a eu des animaux impactés et qu'il y a des populations à secourir. Et qu'il y a surtout un besoin sur place pour nous, en fait, enfin, un besoin de l'expertise d'AIFO et de notre soutien. Mhm. Je le mentionnais tout à l'heure, par rapport au projet, pour moi, avoir des associations et des ONG comme la vôtre qui nous présentent leur réalité, c'est vraiment le lien entre les deux autres axes qu'on a mentionnés, en fait, qu'on a présenté, la santé et le légal. Ce que vous devez jongler et en fait faire un peu un melting pot de tout ça. Comment est-ce que vous gérez ça, notamment du fait que des fois vous êtes amené à intervenir dans des pays où peut-être vous ne connaissez pas la législation en cours, etc. Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec tous ces différents éléments? Bah, à chaque fois, en fait, on s'adapte évidemment à la législation locale. On n'arrive pas dans un pays comme ça sans s'être préparé en amont et sans s'être tenu au courant comme je le disais, il nous faut les autorisations du gouvernemental, il faut qu'on soit un minimum informé de ce qui se passe, des acteurs qui sont mobilisés, de la chaîne de commande. Donc, on se renseigne quand même un minimum sur place. Et évidemment, on ne se rendra pas dans un pays dans lequel on n'est pas informé à 100% de la situation et où on n'a pas une connaissance totale du sujet, parce qu'on ne veut pas faire plus de mal que de bien, on va dire. Ça me génère deux questions. La première, c'est les personnes il faut que vous déployez sur le terrain. Comment est-ce que vous les choisissez, en fait? De un, peut-être pour les envoyer effectivement sur les différentes actions, mais la question qui vient derrière, c'est finalement comment vous les recrutez? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est toujours des gens locaux ou est-ce que vous cherchez toujours à avoir des partenaires locaux? Alors, donc pour répondre à la première question, donc on a une équipe vraiment à IFO qui est l'équipe de secours d'urgence qui est composée de vétérinaires, de responsables, d'experts en termes de logistique, qui sont capables de coordonner en fait les actions sur place et qui sont vraiment entraînés, qui ont reçu des formations sur le sujet. Donc c'est notre petite équipe d'experts au sein d'IFO qui est toujours envoyée sur place pour lorsqu'il y a un besoin, évidemment, pour les secours aux assauts. Donc, ils ont reçu des formations dédiées. Et lorsqu'il y a un besoin, elles viennent. Sinon, effectivement, on se rajoute, en fait, si besoin, aux associations qui sont déjà sur place et aux associations locales, en fait. Donc, on travaille avec du coup des partenaires. Comme je le mentionnais, par exemple, à peu près chacun des pays dans lesquels on a des partenaires en termes de centres de secours de la faune sauvage. Par exemple, en Australie, on travaille avec une association qui s'appelle Friends of the Koala, donc les Amis des Koalas, qui du coup sont une association qui s'occupe du secours aux koalas, qui ont des cliniques pour ces animaux-là, mais pour accueillir aussi d'autres animaux. On a également un centre avec lequel on travaille en Tasmanie. C'est le centre, la réserve animalière Bonorong, qui du coup dispose d'un hôpital pour animaux sauvages également. On travaille en Inde, par exemple, on travaille avec le Wildlife Trust of India, qui du coup nous aide à secourir les animaux sauvages blessés ou lorsqu'il y a eu
il y a eu un conflit, qu'il y a un animal sauvage qui tourne trop près, par exemple, d'un village ou d'une habitation, ils vont nous appeler et puis on va aider sur place, notre équipe locale sur place va aider à déplacer l'animal et à le utiliser dans un endroit où il n'y aura pas de risque d'avoir de conflit avec les humains. Enfin voilà, à chaque fois on travaille vraiment avec des partenaires qui sont dédiés à ce métier en fait. Et pour justement cette équipe d'urgence que vous avez, les gens que vous recrutez, est-ce que c'est du bénévolat à chaque fois? Est-ce que c'est des personnes qui sont employées par l'AIFO? Et tu mentionnais que c'est souvent des experts et déjà des vétérinaires. Est-ce qu'il y a des formations ou des parcours que vous privilégiez en fait pour avoir les gens à envoyer sur le terrain? Oui. Alors, notre équipe, elle est composée vraiment de salariés AIFO, donc d'aucun bénévole, en tout cas pour ceux qui sont envoyés tout autour du monde pour tout ce qui est sauvetage d'urgence, même sauvetage d'animaux. À chaque fois, ce sont vraiment des salariés qui ont de l'expérience de terrain et qui s'y connaissent et qui ont fait des formations dédiées. Donc, pour le coup, on n'accueille pas de bénévoles dans ce cas. La seule exception que je vois, c'est notre programme de sauvetage de mammifères marins qui, aux États-Unis, dispose d'un programme de bénévolat où en fait, ils vont former des bénévoles locaux qui habitent notamment aux alentours de Cape Cod et qui se baladent sur la plage et qui peuvent se retrouver face à un mammifère marin échoué et qui sont intéressés pour devenir bénévoles sauveteurs, on va dire. Donc, dans ce cas-là, ils sont formés, on leur apprend comment réagir, quel premier geste effectuer ou ne pas effectuer, surtout pour que l'animal soit gardé en bonne santé. Et à ma connaissance, c'est la seule possibilité qu'on offre à des gens qui ne sont pas salariés chez AIFO de s'occuper et d'être formés sur tout ce qui est sauvetage d'animaux sauvages, on va dire. Après, on a pour ambition de développer notre programme d'intervention d'urgence, d'avoir vraiment une antenne en Europe. Donc ça, c'est en cours. On va prochainement la développer. Et on a évidemment, on pense forcément à déployer un réseau de bénévoles qui seraient éventuellement formés, si le besoin s'en fait ressentir, puisque je pense qu'il y aura forcément besoin d'éduquer un maximum les gens pour leur expliquer les premiers gestes à faire s'ils trouvent des animaux sauvages, etc., à la suite de catastrophes ou même comme ça, des animaux sauvages blessés. Mais pour nous, ce n'est pas encore le cas. Je profite, je vais rebondir juste avec la question qu'on a eue sur le chat parce qu'elle se porte bien avec ce qu'on est en train de discuter. Il y a la question, est-ce que dans l'équipe d'urgence, il y a des Français? Alors, l'équipe qui est déployée sur le terrain en ce moment, en tout cas, qui est toujours, non, c'est pas, pour le moment, il n'y a aucun Français. Par contre, on a un Français qui travaille dans le programme de sauvetage des animaux, mais qui s'occupe plus de tout ce qui va être relation avec les autorités gouvernementales, tout ce qui va être convention internationale, etc., et essayer de faire fonctionner la machine, en fait, tout simplement. Lui-même a reçu des formations et qui serait prêt à être déployé sur le terrain si besoin, si du coup on a des catastrophes qui interviendraient dans des territoires français. Comme ça a notamment été le cas dans les îles Vierges. Il me semble, il y a quelques années, il y avait un ouragan qui avait touché des territoires français et on avait pensé, en tout cas on s'était préparé à être déployé sur le terrain. Malheureusement, on n'avait pas reçu, en tout cas, l'autorisation des autorités françaises avait tardé à venir, donc on n'avait pas pu se déployer, mais on était déployé dans les autres îles qui étaient sous autorité du coup américaine. Et si je me souviens bien, c'était ça. Notre équipe américaine s'est déployée dans les îles qui étaient américaines, mais voilà. Pour le moment, dans l'équipe terrain, en tout cas, on n'a pas de Français. Du coup, si je comprends bien, en fait, c'est vrai que les interventions, vous avez à chaque fois besoin d'autorisation. Et est-ce que la volonté, finalement, il y a toujours, alors je m'explique. Est-ce que ça vient toujours de votre part, la demande de dire on aimerait intervenir sur cette catastrophe qui vient de survenir, ou est-ce qu'on peut avoir l'aide du pays, en fait, le pays en question qui vous demande de l'aide? Comment ça se passe actuellement? Les deux. Les deux. En fait, à partir, ça peut vraiment, soit c'est nous qui identifions la catastrophe et on se dit, oula,
on peut potentiellement venir aider. Dans ce cas-là, on va contacter les autorités gouvernementales et leur demander si on peut venir et s'ils ont besoin de nous. Soit, effectivement, ça nous arrive aussi d'être directement contactés par les autorités parce qu'ils sont au courant de notre travail. Ils sont au courant, par exemple, voilà, on est intervenu dans un pays voisin et ils ont vu qu'on avait fait du bon travail lors d'une catastrophe précédente. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ils vont nous appeler et ils vont nous demander de venir. Mais à chaque fois, on s'assure vraiment d'avoir l'aval des autorités puisque sinon, déjà, on se risquerait d'être bloqué sur place parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sans l'aval des autorités, mais c'est surtout qu'on voilà, on veut se conformer avec les règles, avec la loi locale, hein, c'est sûr. J'imagine que des fois, c'est un peu, je dirais, frustrant, entre guillemets, le fait de devoir attendre une autorisation, mais à terme, c'est quand même nécessaire. Bien sûr. Maître Antoine Gauthier, qui a du coup fait la conférence il y a 2 semaines, et qui lui nous disait, on a besoin d'agir avec un cœur chaud, mais avec une tête froide. Et du coup, je me demande, ces autorisations-là, finalement, vous permettent peut-être des fois d'être un peu dans cette dynamique de volonté d'agir avec le corps chaud, mais toujours garder la tête froide pour pouvoir... Exactement. Oui, c'est très important, surtout dans ce contexte de sauvetage d'animaux où ça peut être vraiment très éprouvant parce que les situations sur le terrain sont toujours super difficiles quand on est face à des animaux qui sont blessés, qui sont vraiment dans une détresse pas possible. Donc, oui, garder la tête froide, c'est très important. Et donc, effectivement, ça peut nous aider de devoir attendre les autorités, d'attendre le feu vert et puis de nous organiser comme ça. Mais de toute manière, on est une équipe d'experts qui est totalement prêt et totalement habitué à ce genre de choses, donc qui réagit très bien. Quand vous êtes sur place, il y a effectivement tout ce côté, je dirais, premier secours, soins à l'animal, etc. Des fois, et souvent, ça nécessite en fait de les rediriger vers d'autres centres, ou que ce soit des cabinets vétérinaires, en fait, des centres hospitaliers, des centres de soins. Comment, vu que vous êtes encore une fois dans des pays qui sont peut-être pas les pays que vous connaissez le mieux, comment est-ce que vous savez à quel endroit il faut rediriger? Est-ce que chaque cas est différent? J'imagine un animal sauvage, enfin d'un animal peut-être domestique ou autre. Comment est-ce que vous naviguez là-dedans? Alors, quand c'est des pays qu'on connaît, dans lesquels on est déjà intervenu, comme ça peut malheureusement être le cas, on a des contacts sur place et donc du coup, on se réfère à eux. Ou alors, quand c'est des pays dans lesquels on n'est encore jamais intervenu, généralement, en fait, on se renseigne, comme je le disais en amont, ça fait partie de notre travail de préparation avant le déploiement. On essaie de se renseigner le plus vite possible pour essayer de voir quels sont les partenaires sur place auxquels on pourrait porter secours, quelles sont les cliniques vétérinaires ou dans lesquelles on pourrait amener les animaux pour qu'ils reçoivent des soins le plus vite possible suite à l'intervention de nos vétérinaires. Voilà, on essaie de se renseigner quand même un maximum pour connaître en fait les soutiens locaux, même pour essayer de voir où est-ce qu'on peut placer les animaux, les mettre en quarantaine le temps qu'on puisse les redonner à leur maître. Donc voilà, on essaie de se renseigner un maximum avant le déploiement. On le voit via vos réseaux sociaux, comme tu mentionnais tout à l'heure, où vous communiquez bien sur les choses que vous faites, sur les actions sur le terrain, que votre action finalement ne se limite pas juste à agir sur le terrain, que vous faites un suivi finalement des différents animaux. C'est important, c'est sûr. Oui, exactement. C'est tout le... C'est vraiment important parce que du coup, effectivement, on ne souhaite pas juste arriver, faire nos héros, on va dire, et puis après partir et tout laisser en plan. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc, effectivement, on fait bien attention à faire un suivi après et surtout bâtir un travail de résilience. Par exemple, je pense à notre activité en Australie. Suite aux incendies, ce qu'on a fait, c'est que c'est super de sauver les animaux, de les soigner et d'essayer d'en sauver un maximum possible. Mais la question se pose après, notamment dans le cadre de l'Australie où vraiment la végétation et l'habitat en fait, des animaux a été dévasté. On a soigné ces animaux, mais on les relâche où? Concrètement, ça devient compliqué quand l'habitat a disparu. C'était le cas aussi avec les incendies en Californie. Dans le cas de l'Australie, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille également après à replanter un maximum de végétation pour que du coup, on reconstruise derrière l'habitat naturel. Donc, c'est tout là notre démarche, tout l'intérêt de notre démarche de protection des habitats. Parce que c'est bien beau de sauver l'espèce ou de sauver des individus de l'espèce, mais s'ils n'ont nulle part où aller,
ça sert pas à grand chose. Donc du coup, c'est vraiment important de protéger et de sauvegarder l'habitat. Donc du coup, effectivement, on fait un travail de suivi par derrière pour pouvoir pour que notre travail serve à quelque chose sur le long terme en fait. Quand tu nous as présenté IFO au début, tu nous as bien mentionné, en fait, tu avais ces deux pôles, ces deux piliers, si je peux dire, le côté conservation et le côté plus, on va dire, Sauvetage. Sauvetage, voilà, merci, je cherchais le mot en question. C'est vrai qu'on vous connaît un peu plus, je dirais, où on a l'impression que vous êtes un peu plus visible pour ce côté sauvetage, mais ce côté, finalement, conservation et protection est aussi très important. En pensant à ce côté, moi, ça me fait penser à sensibilisation. Est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation? Et je pense, c'est vrai, un peu plus loin, je me dis, par rapport à des écoles ou des enfants, où finalement, on se dit déjà, l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Côté conservation, que ce soit environnemental, animal ou autre, même au niveau de l'espèce humaine. Voilà. Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est en projet? Est-ce que... Alors tout à fait. Comme tu le dis, on est assez connu, enfin on est plus connu et c'est plus facile de communiquer sur nos actions en termes de sauvetage parce que voilà, forcément on filme, on fait de la communication puis ça parle aux gens. Mais on a également tout un travail un petit peu en coulisses, je dirais, qui consiste du coup à essayer de faire changer les réglementations, changer les lois, faire de ce qu'on appelle du lobbying en fait, tout simplement. Hein. De la représentation d'intérêt auprès des autorités gouvernementales pour faire changer tout ça et faire progresser la situation pour améliorer le droit animalier. Donc, notamment, je vais parler de la France parce que du coup, moi, je travaille au sein du bureau français, mais on travaille dans le monde entier. Mais on a notamment deux actions où on fait de la sensibilisation. Donc, comme je vous disais, comme je présentais au tout début, je parlais de la criminalité phonique. Donc, en termes de criminalité liée, de trafic d'espèces sauvages, on travaille beaucoup en Europe sur tout ce qui est trafic sur Internet. Donc, tout ce qui est la cybercriminalité, qui est en fait un énorme problème puisque Internet est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui est très, très faiblement réglementé. En tout cas, le commerce en ligne d'espèces sauvages est très faiblement réglementé. Et donc, voilà, on fait pas mal de sensibilisation pour dire aux gens, voilà, n'achetez pas sur les sites de vente en ligne d'espèces, même si vous voyez une annonce, elle n'est pas forcément légale. Et puis, évidemment, c'est totalement, enfin, c'est très mauvais en termes de bien-être animal pour ces animaux qui n'ont rien à faire qui n'ont rien à faire à être vendus ou à finir comme animaux de compagnie pour certains ou à finir dans des assiettes ou comme objet de décoration ou dans des maisons. Voilà. Donc, puisque ça concerne autant les animaux vivants que des produits dérivés en fait, tirés d'animaux, hein, je pense à l'ivoire notamment, aux objets en ivoire, parce que ça se vend toujours. Hein. Faut pas croire, c'est pas des objets qui appartiennent à un autre temps au passé. C'est des objets qui sont encore commercialisés malheureusement et il y en a énormément en Europe qui circulent. Et le problème du commerce de l'ivoire, c'est que c'est un commerce qui du coup alimente, tant qu'il y a des objets qui sont encore vendus et encore commercialisés, la demande est encore alimentée et donc ça alimente évidemment le braconnage des éléphants en Afrique. À la source, c'est évident. Donc, on est aujourd'hui sur un chiffre de 26 éléphants, un éléphant qui est tué toutes les 26 minutes. Oui, donc c'est catastrophique. Hein, et ça ne s'arrêtera pas tant que toutes les sources de vente et de commercialisation d'ivoire ne seront pas fermées. Donc, c'est déjà le cas, c'est déjà interdit en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni. On espère que ça sera bientôt le cas en Europe. Donc, du coup, voilà. En tout cas, au sein de l'Union européenne. Donc voilà, on fait pas mal de sensibilisation sur ce sujet-là. Et puis également un gros travail de sensibilisation sur tout ce qui va être conservation marine. Donc en termes surtout notre campagne qui parle de la lutte, qui vise à lutter contre la pollution sonore sous-marine. Donc, tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'on intervient dans les écoles ou auprès des enfants puisqu'ils sont les adultes de demain. Eh bien, on a plusieurs leçons pédagogiques qui sont disponibles gratuitement sur notre site internet qui visent du coup à fournir aux enseignants et aux éducateurs, puis même aux parents, des supports pédagogiques pour les enfants qui traitent divers sujets, les animaux sauvages, les animaux domestiques. Et puis tout récemment, notre toute dernière leçon pédagogique, elle traite
des bruits dans l'océan. Donc, de la manière dont communiquent les poissons, les mammifères marins, à quel point c'est important pour eux, et puis justement le malheur que provoque le bruit créé par les activités humaines qui du coup vient créer une cacophonie sous l'eau et qui les empêche de mener à bien en fait leur fonction vitale essentielle, se diriger, communiquer, tout ça pour eux ça devient très compliqué quand il y a beaucoup de bateaux, de circulation et puis d'activités humaines qui créent des bruits comme ça. Donc ça les gêne énormément et puis donc on a créé cette leçon pour enseigner ça aux enfants, puis ça peut servir aux adultes aussi puisque c'est un sujet qui est assez méconnu. Encore aujourd'hui, donc voilà, on fait beaucoup de sensibilisation, c'est sûr, c'est le cœur, c'est aussi le cœur de notre métier. C'est vrai que les gens, ils ont tendance, même pour d'autres thématiques que j'aborderai pas aujourd'hui, mais tendance à ne pas répliquer ce qu'on voit dans le monde terrestre, au monde marin. Finalement, oui, on l'a vu pendant le confinement, hein, on entendait beaucoup plus les oiseaux, etc. Alors le confinement en soi n'est pas positif, mais si un des aspects qu'on pourrait dire de la beauté du calme extérieur, c'était un peu la diversité et le fait que la nature était à nouveau un peu plus à l'aise. La vie marine est absolument identique. C'est que on a un impact, en fait. Exactement. Exactement. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce que, comme tu le dis, c'est pas... c'est au sous-marin. C'est pas un monde dans lequel on vit. Donc, on ne se pose pas forcément la question. On ne se pose pas forcément la question de ce qui se passe dans l'espace aussi. Bon, il y a moins d'animaux dans l'espace, c'est sûr. Il n'y a pas du tout d'animaux. Mais c'est pour montrer qu'effectivement, c'est un monde dans lequel on ne vit pas tous les jours. Donc, après, les plongeurs sous-marins sont très sensibilisés au sujet, généralement, puisqu'ils sont les premiers, enfin pas les premiers, mais ils entendent également la pollution sonore et ils sont témoins de cette pollution, tout simplement, de ce bruit qui les dérange eux également aussi quand ils sont sous l'eau. Donc, je vous laisse imaginer, puisque la sensibilité auditive des animaux marins est considérable par rapport à la nôtre. Puisque voilà, en fait, sous l'eau, pour donner une idée à tout le monde, ceux qui nous écoutent, le son voyage aussi vite que la lumière dans l'air. Donc c'est vraiment c'est le sens numéro 1 qui est utilisé sous l'eau. C'est pas du tout l'ouïe, c'est pas du tout la vue, c'est pas du tout l'odorat, c'est vraiment l'ouïe qui est le sens numéro 1 et qui est le plus important. Et donc que l'homme arrive avec tous ses bateaux, avec ses activités de prospection, ses battages de pieux, enfin bref, toutes les activités humaines généralement sont synonymes de bruit et sont synonymes de cacophonie en fait pour les animaux qui vivent sous l'eau. J'ai 3 questions avant qu'on passe aux questions du coup des personnes qui nous regardent. Tu parlais tout à l'heure de trafic d'animaux. Donc, on a cette partie sensibilisation-là, de ne pas soi-même contribuer à ça. Mais comment est-ce qu'on peut potentiellement nous alerter ou se rendre compte qu'on est face à ça, sans être nous-mêmes acteurs, mais qu'on se dit, ah, là, peut-être, on est face à un trafic d'animaux. Et du coup, vers qui se diriger? Quels seraient les bons réflexes? Alors, sur Internet, donc, le trafic d'animaux, il ne se fait pas sur le darknet. C'est ça qui est important à savoir, c'est qu'il se fait vraiment sur les sites de vente en ligne qu'on connaît tous. Hein, ça peut être sur Facebook Marketplace, sur Le Bon Coin, sur eBay. Donc, si jamais déjà, si vous avez envie, si vous avez le temps, chacun peut être acteur et chacun peut faire sa propre petite veille. Donc, on appelle ça cyberobservateur, être cyberobservateur. Chacun peut le faire, en fait. Il suffit d'essayer de taper des mots-clés au hasard. Parce que du coup, on cible un petit peu les espèces qui sont protégées, puisque ça devient illégal à partir du moment où l'espèce est protégée, évidemment. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore légal de vendre des animaux sur Internet, c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour les espèces protégées, et nous, c'est tout l'intérêt de notre travail, c'est illégal. Donc, du coup, à partir du moment où, par exemple, les espèces les plus connues, c'est évidemment tout ce qui va être éléphant, donc ivoire d'éléphant, tout ce qui va être grand félin, panthère, ou d'ailleurs des bébés lionceaux ou des bébés tigres qui seraient vendus. Ou alors, par exemple, des animaux qui sont moins emblématiques, mais par exemple les tortues. Tortues de terre, il y a pas mal d'espèces qui sont protégées en France, tortues d'Hermann, dont la vente est interdite. Donc voilà, si jamais vous repérez une annonce qui vous paraît suspecte, même si vous n'êtes pas 100% sûr de sa légalité ou de son illégalité, mais qu'elle vous paraît suspecte parce que
Donc, juste, je vais redonner les critères pour qu'une annonce soit légale. À partir du moment où une personne veut vendre un animal vivant ou un produit dérivé d'une espèce sauvage, il faut qu'il ait un certificat CITES. Donc, si l'annonce ne mentionne pas que le vendeur a ce certificat ou qu'il n'y a pas de numéro et que potentiellement le prix est très élevé, ça c'est aussi un indice. Que la photo montre que ça a vraiment l'air, soit c'est un animal vivant, soit il parle d'élevage, mais sans vraiment donner de numéro, on va dire, professionnel. Mhm. Si l'annonce vous paraît suspecte, dans ce cas-là, vous avez la possibilité donc, soit de en fait, signaler directement l'annonce auprès du site en question, soit tout simplement de nous envoyer un email avec le lien de l'annonce pour que nous, puisque nous, on travaille en collaboration avec les sites de vente en ligne, notamment je parlais de Le Bon Coin, on travaille avec Le Bon Coin sur cette problématique, puisqu'on fait partie d'une coalition qu'on a lancée de concert avec le WWF, avec eBay, avec Instagram, Facebook, Twitter. La coalition, c'est une coalition qui vise donc justement pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. Donc, ne pas hésiter à nous envoyer un email. Donc, à l'adresse, on mettra sûrement l'adresse email à la fin de la vidéo, mais c'est info@ifaw.org. Voilà, tout simplement. Du coup, nous envoyer l'annonce et puis comme ça, vous pouvez devenir acteur à votre tour. Je profite aussi pour dire aux gens, c'est pas uniquement par rapport à l'IFO, c'est le cas des animaux sauvages, mais c'est vrai qu'on peut avoir du trafic d'animaux pour des chiens, des chats, enfin des oiseaux, tout à fait. Des animaux qu'on va peut-être considérer des moins sauvages et peut-être Oui. des fois à tort moins besoin d'être protégés. Exactement. Du coup, mes deux dernières questions, il y en a une, c'est un peu plus relié à peut-être au cas où tu en aurais vécu justement des déploiements sur le terrain, mais ou peut-être tes collègues. Quels sont finalement, quand vous êtes sur le terrain, les défis majeurs que vous rencontrez? Et à l'opposé, quels sont peut-être les plus beaux moments que vous vivez en fait par rapport aux interventions sur le terrain? Alors, bon, personnellement, moi, j'ai encore jamais été déployée sur le terrain parce que c'est pas mon travail principal. Donc, du coup, je vais juste, je vais pas avoir forcément une réponse précise puisque j'ai pas l'expérience personnelle. Mais d'après les témoignages, on va dire, de mes collègues, je dirais les plus gros défis, ça va être du cas par cas, hein, c'est sûr. Mais j'imagine que ça reste quand même quelque chose d'assez éprouvant. Personne sur place, évidemment, de faire face. Alors, c'est assez difficile parce que évidemment, les interventions, c'est fait à un rythme assez effréné. On ne dort pas, on travaille beaucoup pour agir le plus vite possible. Donc, je pense que ça va être ça le défi, c'est de réussir à tenir, de garder la tête froide, de ne pas se laisser envahir par les émotions quand on est face à des situations difficiles. Et puis, par contre, les plus belles victoires, je pense que c'est quand on réussit à soit sauver un animal et à réussir à le relâcher par la suite, quand on voit se relâcher dans la nature. Je pense que c'est magnifique à voir. Et puis, pour tout ce qui est animaux domestiques et animaux d'élevage, c'est les retrouvailles avec les propriétaires. Ça, c'est toujours un moment assez fort. On aime bien généralement publier des petites vidéos de retrouvailles parce qu'on sait que ça fait plaisir à tout le monde de voir ce genre de vidéos. C'est le genre de petites choses qui mettent la larme à l'œil, mais qui se disent que je pense que pour les personnes du coup le personnel IFO qui est sur le terrain et qui assiste à ce genre de moment, on se dit c'est bon, on a fait du bon travail aujourd'hui. On peut rentrer le cœur soulagé, je pense. Merci. Et ma dernière question, c'est pour les personnes qui auraient envie de contribuer davantage au bien-être, à la protection des animaux et peut-être justement avec les compagnies IFO, comment est-ce qu'ils peuvent, de un, peut-être vous aider dans vos efforts ou comment est-ce qu'ils peuvent contribuer? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première aide que je pense qui est tout bête, hein, mais c'est tout simplement devenir sympathisant IFO. Donc, pas forcément, soit devenir donateur, évidemment, avec un soutien financier, puisque c'est comme ça, c'est notre principale source de revenus, c'est la générosité de nos donateurs. Mais si vous n'avez pas forcément le moyen financier et que vous ne souhaitez pas donner, simplement devenir sympathisant en nous suivant sur les réseaux sociaux.
en suivant nos actions, en parlant autour de nous, c'est déjà un super coup de pouce. Et sinon, si jamais vous souhaitez devenir franchir un cran au-dessus et devenir un petit peu plus impliqué, en France, on a un petit réseau de bénévoles qui, du coup, vous pouvez souhaiter rejoindre ce réseau de bénévoles-là pour nous aider sur des actions ponctuelles. Donc, par contre, je tiens à le dire d'avance, on ne vous enverra pas sur le terrain, parce qu'en France, on n'est pas un bureau de terrain, en fait. Donc, il ne faudra pas espérer être envoyé en Australie ou aux États-Unis ou voilà, lors de catastrophes naturelles. Mais en tout cas, vous pourrez nous aider pour des actions de sensibilisation. Donc, notamment, on tient parfois avec les circonstances actuelles, c'est un peu plus rare, mais on tient des stands dans le cadre de festivals, dans le cadre d'événements, où du coup, on présente les actions d'AIFO et on a toujours besoin de soutien pour nous aider à parler des actions d'AIFO et puis à parler du bien-être animal et de la conservation animale en général. Donc, du coup, si ça vous intéresse de venir nous aider là-dessus et de rejoindre notre réseau de bénévoles pour nous apporter une aide ponctuelle comme ça, là encore, il ne faut pas hésiter à nous envoyer une lettre de motivation, un petit courrier de candidature à l'adresse mail que je vous ai indiquée tout à l'heure, donc info@ifaw.org. Super. Merci beaucoup, Aurore. Je ne sais pas si après, vous participez aussi peut-être à des gros événements pour la protection des animaux ou pas. Comme des fois, il peut y avoir des foires ou des regroupements. Mais peut-être que s'il y a Oui. des personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être actives dans ces réseaux-là, peut-être pour vous apporter encore plus de visibilité et donc côté Bien sûr. sensibilisation, de prendre contact avec vous aussi par rapport à ça. C'est pas juste en tant qu'individu, ça peut être un peu plus grand, je dirais. Bien sûr, on est toujours preneur, c'est sûr. Bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais on peut toujours faire des efforts. Comment on le fait? Donc, voilà. Tout est un peu plus compliqué en ce moment. Ouais, Si c'est ça sûr. te va, je vais passer du coup aux questions. On en a déjà posé une tout à l'heure. On a une autre question aussi. Alors, je vais la lire. Est-ce qu'en Europe, l'AIFO rencontre des problématiques de concurrence vis-à-vis d'autres organismes? Je pense en particulier aux problèmes d'échouage de cétacés qui ont fortement augmenté sur nos côtes atlantiques ces derniers temps. Oui. Alors, on a vraiment aucun problème de concurrence parce que chaque organisation, chaque association en France et en Europe, on va dire qu'on a chacun nos thèmes et nos combats. On est toujours complémentaires en fait. On est toujours dans une démarche de collaboration, même si on est sur des campagnes avec des sujets qui se ressemblent ou sur les mêmes sujets, on va toujours être dans une démarche collaborative puisqu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Au contraire, on reconnaît tous qu'on fait un super travail et que voilà, autant avancer ensemble que se tirer dans la patte. Donc, il n'y a vraiment aucune question de concurrence. Pour les questions, donc, notamment d'échouage de cétacés et de conservation marine, AIFO fait notamment partie d'un réseau qui s'appelle le Comité France Océan, qui a été lancé par le ministère de l'Environnement, qui rassemble plusieurs experts scientifiques et aussi ONG et associations de protection de l'océan et de la mer, donc dont AIFO fait partie, mais je pense aussi, par exemple, pour en citer parmi tant d'autres, le WWF, Sea Shepherd, France Nature Environnement, j'en oublie plein et je m'excuse d'avance, mais du coup, voilà, on travaille vraiment de concert et du coup, pour justement apporter notre expertise et nos conseils auprès des autorités gouvernementales pour faire avancer la question. Pour la question d'échouage de cétacés, donc à cause en France, c'est principalement dû aux prises accidentelles de pêche, qu'on appelle donc le bycatch en anglais. Qui donc est une grosse problématique sur les côtes françaises et principalement dans le golfe de Gascogne. Alors AIFO n'est pas vraiment actif sur le sujet des prises accidentelles de pêche. Ce n'est pas une campagne sur laquelle on est active. C'est plutôt le cas de Sea Shepherd, je pense à eux notamment, France Nature Environnement très actif aussi. J'en oublie encore, mais je m'excuse d'avance pour eux. Mais voilà, c'est principalement eux qui s'en occupent. Parce que malheureusement, s'il y avait peut-être une problématique de sauvetage de ces dauphins, on serait peut-être impliqué, mais malheureusement, la plupart, et même je pense la quasi-totalité des échouages sont des animaux qui sont déjà morts. Donc voilà, on sait que en tout cas, les autres associations qui travaillent dessus font un formidable travail.
et on se mobilise à leur côté pour essayer de convaincre le gouvernement et les autorités européennes pour restreindre en tout cas les périodes de pêche et essayer d'apporter des restrictions, le plus possible de restrictions pour essayer d'empêcher ces échouages qui sont catastrophiques. Merci. Question suivante. Comment choisissez-vous ou priorisez-vous des projets sur lesquels vous êtes actif? Ah, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on choisit? C'est principalement, on va essayer de choisir des campagnes ou des actions sur lesquelles qui sont, on va dire, qui sont un peu une niche où il n'y a personne d'autre qui travaille dessus, ou en tout cas où on sent qu'il y a un besoin qu'on travaille et qu'on se rajoute à l'effort collectif s'il y a déjà des gens qui travaillent dessus. Mais généralement, c'est comme ça que le choix se fait lorsqu'il y a vraiment, on sent qu'il y a un besoin, qu'il y a une situation particulièrement difficile qui est en cours. Voilà, et puis surtout, dans lesquels on peut faire valoir une expertise qui soit utile. Parce que voilà, l'équipe d'AIFO, globalement, dans le monde entier, est composée d'experts avec des parcours différents. Et donc, c'est sûr que voilà, si on a zéro expertise sur je dis n'importe quoi, sur les hérissons, on ne va pas lancer une campagne sur les hérissons en disant allez, super AIFO, super expert. Non, parce que du coup, bon, on va quand même faire, ou en tout cas, si c'est le cas, on va faire un travail de fond pendant plusieurs mois pour essayer de construire la campagne en amont, à se lancer là-dessus. Mais donc, on priorise en fait en fonction des besoins et de la gravité de la situation. Donc, c'est comme ça généralement qu'on choisit nos campagnes. Et puis évidemment, on se restreint, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, c'est qu'on se restreint en fonction de nos capacités, parce que là, on reste une équipe humaine, on n'a pas un temps illimité à consacrer, même si on aimerait bien, hein, mais voilà. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut avec nos moyens humains, avec notre temps dont on dispose, de faire le maximum. Et donc, voilà, on se concentre aux campagnes qu'on a en cours. Et lorsqu'une campagne ou quelque chose se termine, on en commence une autre pour continuer le combat. Tu mentionnes ça répond à la question. Le fait qu'au niveau ressources entre guillemets humaines, c'est compliqué. Donc, idéalement, si on était dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se forment pour devenir des experts, pour pouvoir aider sur le terrain? Il faudrait ça. Il faudrait plus de financement. Malheureusement, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. C'est comme ça qu'on fonctionne, il ne faut pas se le cacher. Donc oui, c'est principalement ça. Plus de financement, ça veut dire plus de capacité d'engager de nouvelles personnes pour travailler sur de nouvelles campagnes, pour engager de nouvelles actions. Donc, idéalement, si on avait des subventions du gouvernement ou voilà, un soutien des autorités pour faire nos actions, ou même beaucoup plus de personnes qui nous soutiennent financièrement, on pourrait faire, évidemment, on pourrait faire bien plus, mais on fait déjà beaucoup, et on a déjà un énorme soutien de la part de milliers de personnes. On en est ravis. Et on essaie de faire le maximum avec ça. Mais voilà, c'est sûr que si on pouvait choisir, on demanderait toujours plus, hein, c'est sûr. C'est grâce à ça qu'on peut travailler, mais voilà. C'est déjà super ce qu'on a en ce moment. Prochaine question. Avez-vous des interventions, interventions en France ou en Europe? Attends, je crois que tu as loupé la question. Oui. Quels sont les freins que rencontre l'Europe par rapport à l'interdiction de l'importation d'ivoire? Très bonne question. On se pose un peu la question, en fait, pour être tout à fait honnête. Étant donné que la Chine était le principal importateur d'ivoire et qu'ils ont interdit le commerce d'ivoire sur leur territoire national, le numéro 2, c'était les États-Unis, ils ont interdit le commerce d'ivoire sur leur territoire national. Le numéro 3, c'est l'Europe, enfin l'Union européenne. Donc, on attend toujours. Voilà, on a 5000 raisons qui expliquent à quel point le commerce d'ivoire est une mauvaise chose. Je dirais les freins que rencontre l'Europe, c'est que quand même, c'est un marché qui est actif, hein. En ce moment, il y a beaucoup d'antiquaires qui vendent encore des salles de vente aux enchères, qui vendent encore de l'ivoire. Alors, c'est de l'ivoire ancien. Mais il faut savoir que c'est pour ça que c'est encore légal, c'est parce que c'est de l'ivoire qui, du coup, provient d'éléphants tués il y a des années.
qu'on appelle de l'ivoire ancien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les trafiquants d'ivoire sont très malins, qu'ils vieillissent l'ivoire de manière... il y a des possibilités de vieillir l'ivoire, de le rendre, pour le camoufler en ivoire ancien. Et donc, en fait, tout l'ivoire récent, je dirais, peut être facilement blanchi et rajouté sur le marché pour se faire passer comme de l'ivoire ancien. Et donc, malheureusement, même le commerce d'ivoire ancien encourage la demande, stimule la demande et donc encourage le braconnage d'éléphants sur place, puisque les braconniers et les réseaux criminels, puisqu'on parle vraiment de réseaux criminels dans ce cas de figure, savent qu'ils ont à y gagner et forcément ils peuvent se faire un bon gros bénéfice là-dessus. Donc je dirais les freins, pour revenir à la question, du coup je pars un petit peu, mais du coup pour répondre à la question, les principaux freins c'est ça, c'est qu'en fait du coup c'est compliqué à mettre en place parce que ça voudrait dire fermer un marché commercial qui est quand même encore actif. Ça pose beaucoup de problèmes pour tout ce qui est échange avec les musées, par exemple, qui ont encore des objets en ivoire comme ça. Alors, voilà, ça voudrait dire pas mal de restrictions. Enfin, il y a encore des ivoiriers qui existent. Notamment, je pense en France, c'était notamment eux qui s'étaient battus un maximum. Parce qu'en France, il y a un arrêté aujourd'hui qui restreint la vente d'ivoire sur le territoire français. Donc c'est une très bonne chose, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas allé plus en retard en Europe, bien au contraire. C'est même notamment la France qui est un des fers de lance pour demander une interdiction du commerce de l'ivoire au niveau de l'Union européenne. Mais en France, il subsiste encore des ivoiriers, donc c'est des personnes qui sont formées et qui font que ça en fait, hein, qui travaillent la matière de l'ivoire pour créer des objets, créer des touches de piano, des objets de décoration, des instruments de musique, tout ça. Et donc c'est évidemment un art, hein, alors, après, pour des raisons éthiques, on peut se poser la question du choix de la matière, mais bon, voilà, c'est une question aussi d'époque, de mentalité. En tout cas, cet art-là existe, je dirais ce savoir-faire existe, et malheureusement, ce sont des gens dont le métier ne consiste qu'à ça. Et donc voilà, ça a mis vraiment leur métier en péril, donc c'est aussi pour ça qu'ils faisaient partie des discussions et qui s'y opposent, hein, évidemment, parce que ça voudrait dire, ça condamnerait un petit peu leur métier à eux. Bon, après, voilà, il y a toujours des options pour adapter leur métier. Aujourd'hui, il y a le développement de ce qu'on appelle l'ivoire végétal, qui est fait à partir d'une matière végétale, donc qui pourrait être qui pourrait servir de remplacement, mais voilà où on en est aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les discussions avancent auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement européen, pour en tout cas aller de plus en plus vers une interdiction du commerce de l'ivoire. On croise les doigts, les discussions avancent et on espère que ça va être pour bientôt. Merci Aurore. Alors, je vais prendre encore une question et au cas où il y en aurait une autre, je la prendrai aussi. Sinon, je pense que celle-ci sera la dernière parce qu'on va être juste au niveau timing après. Avez-vous des interventions en France ou en Europe au cours des récentes inondations dans le sud de la France, par exemple? C'est très bien comme question finale parce que du coup, je comptais faire le lien avec effectivement la tempête Alex. Alors, on n'a pas encore d'intervention en France et en Europe. Mais comme je le disais au début, alors je ne sais pas si du coup Lucie, vous étiez là au début, mais je disais qu'effectivement on a pour ambition de développer notre programme d'intervention d'urgence en Europe dans le futur. Donc pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On est en train de préparer les choses. Donc ça sera sûrement, voilà, ça va arriver. Et on sait que de toute manière, il y a des besoins, qu'avec la situation de changement climatique, malheureusement, ça entraîne une hausse exponentielle des catastrophes naturelles. Et que voilà, malheureusement, je ne veux pas faire figure mauvais augure, mais ça va sûrement arriver et se multiplier dans les années à venir. Donc, il y aura forcément des besoins. Et comme l'a montré la tempête Alex, on va sûrement être confronté à de plus en plus d'événements de ce genre dans les années à venir. Donc du coup, on n'est pas intervenu dans la tempête Alex parce qu'on n'a pas d'experts du coup en France qui sont formés
encore pour intervenir sur le terrain. Et de toute manière, on ne nous a pas appelés, en tout cas, à venir. Par contre, nous, en tout cas, on s'est manifesté et on a contacté les autorités locales voilà, on les a contactés pour leur proposer le soutien d'AIFO, notamment en termes financiers. Donc, on attend de leur retour et voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous si jamais ils ont besoin. Mais voilà, pour le coup, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais j'ai envie de dire stay tuned. On verra bien ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Super. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, parfait. Du coup, je vais te proposer, Aurore, peut-être de nous donner ton mot de fin, mais avant, peut-être ton mot de fin, parce que nous, on s'est parlé avant, hein, bien évidemment, Oui. et on a un tout petit peu regardé quelles seraient les informations qu'on pourrait partager après avec les personnes quand on rediffusera le replay avec, voilà, avec toutes les petites choses en plus. Est-ce que tu veux peut-être déjà donner 2-3 petits mots par rapport aux petites choses que tu as préparées Oui. qu'on partagera ultérieurement avec eux et après nous donner ton mot de fin? Tout à fait. Alors, du coup, j'ai pensé, donc on a pas mal évidemment de brochures qui présentent notre action, l'action de notre programme de sauvetage d'animaux, donc qui reprend un petit peu ce que j'ai présenté là, donc n'hésitez pas à aller les parcourir, on vous donnera les liens pour aller les lire. On a également une brochure, un guide qu'on a sorti et qui date un petit peu, qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne me souviens plus, mais qui explique en fait comment garder vos animaux sains et saufs en cas de désastre. Donc, c'est une petite brochure qui se présente comme ça. On en a quelques-unes. Si jamais vous souhaitez qu'on vous l'envoie format papier, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous l'envoie. Mais sinon, du coup, on vous donnera le PDF à la suite de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez le consulter sur votre ordinateur. Mais voilà, c'est une petite brochure qui explique un petit peu quels sont les gestes à faire pour se préparer. Malheureusement, voilà. Encore une fois, j'aimerais que ce ne soit pas le cas, qu'on n'ait pas à le faire, mais en tout cas, si jamais voilà, il y a une catastrophe qui peut survenir, qui surviendrait, que faire, quels sont les gestes à faire pour préparer la situation en fait, et garder vos animaux sains et saufs du coup en cas de désastre. Donc ça donne plein de petites astuces. Donc du coup, c'est toujours intéressant évidemment à parcourir et à lire. Ça donne une petite checklist notamment pour munir d'un kit de survie pour animaux avec les copies du carnet de santé, permis, certificats, etc. Donc vous pourrez consulter ce petit guide très utile pour vous préparer. On ne sait jamais. Voilà, faut rester préparé, même si j'aimerais que la situation ne soit pas comme ça. Mais voilà, voilà ce à quoi je pense. Sinon, évidemment, si on pense à d'autres choses, on vous le mettra, on vous le partagera également. Mais encore une fois, si vous souhaitez plus d'informations sur nos actions, sur nos programmes, on met beaucoup d'informations sur notre site internet, bien évidemment, donc ifaw.org, et puis sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup, Aurore. Est-ce qu'il y a autre chose de mot de la fin que tu aimerais dire? J'ai envie déjà de vous remercier à ceux qui étaient présents en live avec nous, de m'avoir posé des questions et puis surtout de m'avoir écouté, de nous avoir suivis. Et puis j'aurais envie de dire que voilà, faut garder à l'esprit que aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr que le bien-être animal aujourd'hui est lié au bien-être humain. Ça a été prouvé par A plus B. Donc voilà, c'est vrai, ça prouve vraiment l'importance de l'action d'AIFO, mais de l'action de bien d'autres organisations dans le monde. Mais voilà, bien garder à l'esprit que le bien-être animal est vraiment intrinsèquement lié au bien-être humain. Donc les deux vont de pair et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de nos amis les animaux. Magnifique mot de fin. Merci, Aurore. Avant que je dise aussi le mot de fin, peut-être je vais passer un petit sondage. Donc, il s'agit de 4 questions très rapides. C'est pour nous, en fait, afin de nous permettre de savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de cette conférence, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Alors, vous verrez dans ce sondage, en fait, via Zoom, on ne peut pas mettre de commentaires. Donc, ce qu'on vous propose, c'est
sur la page Animal Webinars Project, où vous verrez en fait au fur et à mesure tous les replays, ou même sur YouTube, de nous mettre quels sont les sujets qui vous intéressent, puis c'est aussi un moyen pour nous de savoir si ça vaut la peine de continuer à organiser des petites conférences comme ça, avec l'objectif finalement de contribuer à ouvrir les consciences, comme disait Aurore, finalement que le bien-être animal est intrinsèquement lié au bien-être humain, et je pense que c'est vraiment un magnifique mot de fin, si je peux dire, par rapport à la conférence, et quelque part, c'est vraiment ça qui est lié avec le projet en lui-même. Sachez que nous avons encore d'autres conférences qui sont prévues, et les dates sont à définir. Je ne vais pas encore mentionner quels sont les partenaires avec lesquels on est en train de prévoir. Regarde la surprise. Voilà, je ne veux pas m'avancer. Mais il y a une autre association qui, elle, est beaucoup plus locale, avec lesquelles ça a déjà été discuté et confirmé. Mais c'est vrai que la situation confinement Covid a pas mal compliqué les choses au niveau de s'organiser, même au niveau vidéoconférence. Donc voilà, c'est à venir. C'était prévu pour prochainement. Finalement, on doit retarder. On vous tiendra au courant via la page Animal Webinars Project, où je mets au fur et à mesure les informations et le programme. Et sinon, pour ma part, je tenais encore une fois vraiment à remercier Aurore aussi d'avoir répondu présente au projet, à l'appel en fait que j'ai lancé. Il faut savoir qu'ils ont répondu présent très rapidement. Je ne peux que dire merci parce que, comme je le disais, juste que je me répète, mais pour moi, vous êtes vraiment le liant entre les différentes choses qu'on a amenées avant. Et je trouve que par rapport à ce que tu as dit, au-delà de ce que tu as mentionné, de ce lien animal, environnement, humain, il y a quelque chose que tu as mentionné qui est le côté résilient, la résilience dont doivent faire preuve tous ceux qui agissent sur le terrain, et comme tu disais, pas uniquement les équipes IFO, mais finalement toutes les personnes qui sont au niveau des ONG, mais aussi tous ceux qui ne sont pas au niveau des ONG et qui agissent finalement sur le terrain et qui donnent des coups de main. Donc vraiment, finalement, mon mot de fin serait un énorme monde de gratitude pour tous ceux qui se mobilisent de manière directe et indirecte pour qu'on puisse avoir un monde meilleur pour nous, mais aussi pour nos enfants, parce qu'on est en train de leur emprunter la terre sur laquelle on vit. Donc, encore merci à tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et dans quelques jours, on mettra le replay de cet échange, ainsi que les différentes sources que nous avons mentionnées, auxquelles on aura pensé peut-être en plus d'ici là. Mais voilà, encore merci beaucoup. Merci Aurore d'avoir... Merci à toi aussi, Sylvia, de m'avoir invité à participer à cette conférence, d'avoir eu l'idée d'organiser ce cycle de conférence qui est fantastique. C'est une super idée, super initiative de ta part. Donc, un grand, grand merci. Et puis, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler et de présenter l'action d'AIFO de manière... Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée et à tout bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère, avec d'autres e-conférences. Comme on le disait, on a le statut du bien-être animal, le statut de l'animal dans le droit. Voilà. Il y a plein de sujets intéressants qui cogitent, qui sont là. Maintenant, il faut que je trouve les bons intervenants et qu'on trouve les bons timings aussi. Ça, c'est encore autre chose. Merci encore tout le monde. Merci Aurore. Et puis, très bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.